Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo 2. Avant d'aborder le sujet de façon assez succincte et rapide, petite information, souvenez-vous, je vous ai fait quelques vidéos pour essayer de vous sensibiliser à l'évolution de l'intelligence artificielle, des applications. Je vous avais expliqué il y a maintenant presque un an peut-être, je crois, que les artistes, graphistes avaient poussé une gueulante sur les réseaux sociaux parce que tout d'un coup ils se rendaient compte qu'ils perdaient des parts de marché à cause de gens qui préféraient essayer de faire créer par des applications pour ensuite retoucher. C'est-à-dire que vous payez moins si vous voulez un graphiste. C'est-à-dire que vous ne payez pas la création. C'est comme ChatGPT, avec, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la grève qu'il y a à Hollywood, et les auteurs et scénaristes, pareil, eux commencent à demander des garanties de la part des studios qu'ils n'utiliseront pas ChatGPT ou quelque chose d'assimilé pour créer en fait des histoires, pour créer des scénarios, et que finalement eux se retrouveraient à être que des correcteurs, on va dire. Donc évidemment, ça coûte moins cher que de payer des droits d'auteur, d'acheter les droits d'auteur de certains scénaristes, et idem pour les artistes, et idem pour les graphistes, les créateurs, tous ceux qui dessinaient, qui créaient des logos, etc. Aujourd'hui, quand vous créez un logo, dès que le client était content, vous vendez le logo, mais vous vendez aussi le droit de propriété du logo, parce que le logo, c'est vous qui le créez, donc il vous appartient. Alors que maintenant, on va utiliser des graphistes pour simplement faire de la retouche. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont arriver avec un fichier, avec une image, en disant, voilà, est-ce que, tiens, ça, tu peux le changer, etc. Ouais, ok. Mais comme tu es salarié, donc, voilà, tu fais le boulot qu'on te dit. Et ça coûte peanut aux entreprises. Donc je vous avais expliqué tout ça et que même ça allait avoir à un moment donné, à terme, avoir des conséquences sur des métiers, sur des secteurs de métiers. Et d'ailleurs, l'un d'entre vous m'avait mis devant le fait accompli de donner mes sources, etc. Les sources, c'est celle de l'OCDE qui a étudié ça. Alors je crois que le dernier rapport de mémoire, moi celui que j'avais vu, c'était 2019, sur lequel justement Schwab faisait sa référence dans son livre Covid-19, le Grand Reset. Mais en cumulé, si vous voulez, on était à peu près à 70%, même si on était à 14% pour tel ou tel secteur, qu'on était à 23% à tel secteur, de métiers qui allaient disparaître dans les 5, 10, 15 ans, 20 ans. Schwab, lui, avait pris un chiffre qui était jusqu'en 2035. Jusqu'en 2035, vous allez avoir des secteurs d'activité qui, en effet, où les métiers vont disparaître. Alors, pourquoi je reviens sur ce sujet ? Vient tout simplement en France. Alors, attention, il y a déjà des entreprises qui ont déjà été très séduites par la capacité de certains outils adaptés à leurs besoins, assistés par intelligence artificielle, et qui permet de réduire les coûts, même si, encore une fois, pour l'instant, c'est une technologie qui va très très vite, qui a encore ses lacunes. Dans certains secteurs, je pense par exemple au secteur de la médecine, il y en a qui commencent déjà à remuer la queue en se disant tiens, on va pouvoir remplacer des médecins pour faire des diagnostics ou des pré-diagnostics via des applications. C'est déjà le cas, il y en a qui font déjà le test. Si vous avez quelques petits symptômes, vous allez sur le site, vous expliquez vos symptômes et c'est une intelligence artificielle qui va établir un premier diagnostic en disant vos symptômes peuvent correspondre à tel ou tel truc. Ceci dit, il serait bien maintenant d'aller consulter un médecin dans un hôpital ou votre médecin de famille, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est pas la machine qui va vous dire ce que vous avez. La machine, elle va juste définir ou déterminer si... il vous suffit de prendre juste un petit peu d'aspirine, de l'ibuprofène ou des trucs comme ça, ou si au contraire, il faut consulter. Mais néanmoins, ça permet d'élaguer un petit peu un certain nombre de problèmes humains. Pourquoi je parle de ça ? Pourquoi je reviens là-dessus ? Pourquoi je refais un petit peu ce petit résumé ? On vient d'apprendre
qu'une entreprise en France, à Pontoise, qui s'appelle Onclusion, oui c'est ça, qui est une entreprise en fait qui travaille comme prestataire pour un certain nombre de médias, et plus particulièrement des médias d'information, et qui font en fait une sorte d'élagage, une sorte d'analyse de pré-contenu pour pouvoir proposer une sorte de playlist d'informations que les médias peuvent éventuellement utiliser. Alors ça peut être des chaînes de télé, ça peut être des chaînes d'information, ça peut être des radios, ça peut être des sites internet, etc. etc. Donc eux, ils essaient d'élaguer un petit peu toutes les informations qu'ils peuvent éventuellement recevoir, piocher, et ensuite faire une synthèse, et après le client il choisit les types d'informations qu'il veut. Alors, évidemment, cette entreprise, je crois, elle possède un petit peu plus de 700 salariés. Eh bien, figurez-vous que aujourd'hui, cette entreprise va se doter d'un système, d'une application assistée par ordinateur, assistée par une intelligence artificielle, qui va faire le tri à la place de l'être humain. C'est-à-dire que ça va être une application dans laquelle on va mettre pour tel ou tel client qui préfère plutôt telle information, si telle information est assez redondante sur certains sites, sur certains réseaux sociaux, etc. Donc la sélectionner, la mettre dans la playlist, etc. Sauf que le problème, c'est que, évidemment, ce sont plus de 300 personnes qui, d'ici l'année prochaine, vont se faire remercier. Donc là, on est bien dans le cadre d'un processus d'automatisation par un outil informatique, par une application, et qui est plus une application assistée par ordinateur, par intelligence artificielle, et qui finalement va remplacer l'être humain. Alors attention, il ne remplace pas complètement l'être humain. Ces applications, ces systèmes ne sont pas complètement performants à 100%. Il faut toujours qu'il y ait au moins un être humain ou deux êtres humains derrière pour vérifier. Mais quand vous avez un outil qui peut remplacer 300 personnes, et vous pouvez à la limite en garder quelques dizaines pour se succéder derrière, pour analyser les propositions, et puis rectifier le tir, changer les conditions, changer les requêtes, etc. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Alors oui, je pense qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui disent oui, mais enfin bon, il y a des métiers où on ne pourra pas remplacer l'homme. Oui, bien sûr. Mais dans les grandes entreprises, vous constaterez que de plus en plus, on essaie de dématérialiser. Et pas dématérialiser les outils, les procédures, mais on essaie aussi de dématérialiser la capacité d'individus à maîtriser des savoir-faire et demander à ce que ces savoir-faire soient mémorisés, soient quantifiés, soient enregistrés, soient numérisés. Et une fois que tout est numérisé, une fois que toutes ces expériences sont numérisées, une machine demain pourra très bien se servir des savoir-faire de ces êtres humains pour faire un travail qui sera tout à fait équivalent. Donc vous voyez, hein, je vous ai dit, ça va aller très très vite. D'autant plus que vous avez aujourd'hui une situation économique internationale et un système financier qui est qui est en train de tousser. Toutes ces grandes entreprises aujourd'hui, toutes ces grandes chaînes, elles sont en train de chercher des solutions. Elles cherchent des investissements qui vont permettre de pouvoir automatiser des procédures, de dématérialiser, de numériser des procédures, etc. Parce que la machine, elle n'a pas besoin de se reposer, elle n'a pas besoin d'aller aux toilettes, elle n'a pas besoin de bouffer, elle n'a pas besoin d'avoir des jours de repos. La machine, elle peut fonctionner 24 heures sur 24. Puis vous n'avez pas de charge à payer, vous n'avez pas de charge patronale, pas de charge salariale. La machine, vous l'avez achetée, vous payez aussi une maintenance, et ça vous revient mais nettement moins cher que d'utiliser de la main-d'œuvre. Hein? Ah non, mais certains vous diront que c'est peut-être des comptes d'apothicaire, mais ce n'est pas des comptes d'apothicaire. Je peux vous dire que les entreprises, souvenez-vous, je le répète à chaque fois que j'aborde le sujet, actuellement, McDonald's teste un restaurant entièrement automatisé. Enfin, entièrement automatisé dans le sens où il y a encore 2 ou 3 employés qui restent à l'intérieur pour rectifier le tir, là où la machine peut encore avoir certains bugs. Mais ouais.
pense que là, ça suscite la réflexion. Abordons maintenant le sujet de la vidéo, touche pas à mon roi. Alors pourquoi utiliser ce titre de touche pas à mon roi? Oui, vous le savez, vous l'avez vu, Emmanuel Macron a reçu sa majesté, sa très gracieuse majesté, le roi d'Angleterre, Charles Ier, ou Charles II, ou III, ou IV, je ne sais plus. Sauf que le problème, c'est que dans l'histoire contemporaine, lorsque on a reçu des monarques, et plus particulièrement des monarques anglais, britanniques, puisque nous avons le fameux traité d'entente depuis qu'on s'est enfin décidé à arrêter de se faire la guerre entre monde latin et monde anglo-saxon. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, ou que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Là, je parle des Français. Puisque les Français, aujourd'hui, c'est la République. Il n'y a plus de monarque. Il n'y a plus de nobles. Quoique tout de suite, attendez, je vais y revenir un petit peu plus loin. Or, nous ne pouvons pas percevoir, ne pouvons pas comprendre comment des peuples apprécient, vivent dans un pays qui est encore une monarchie. Alors, les monarchies, évidemment, la plus connue, c'est celle de Grande-Bretagne, mais vous avez également la Belgique. La Belgique est une monarchie. La Suède, le Danemark, la Finlande. Donc tous ces pays-là, aujourd'hui, sont des monarchies. Mais ce sont des monarchies où les monarques n'ont plus réellement de pouvoir. Ils ont un pouvoir protocolaire, comme d'ailleurs la couronne britannique, qui a quelques pouvoirs protocolaires, mais qui en réalité ne décide plus rien sur la politique intérieure et extérieure de la Grande-Bretagne. Peut-être qu'il y a encore quelques éléments sur lesquels la couronne peut éventuellement donner son avis ou son aval sur certaines décisions, mais d'une manière générale, la couronne, elle reste quelque chose de très symbolique, comme d'ailleurs c'est le cas au Japon, par exemple, avec l'empereur. L'empereur, il est adulé, il est aimé, il est un élément essentiel, incontournable de la culture japonaise, mais il n'a aucun pouvoir. Aujourd'hui, si ce n'est pareil, protocolaire, par une constitution, c'est lui qui accepte, par exemple, qu'on lui propose un Premier ministre, il accepte ou il refuse le Premier ministre, etc. Mais dans les affaires internes des gouvernements, des administrations, etc., ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas leur mot à dire de façon proprement parler. Mais il y a un protocole. C'est-à-dire que quand nous recevons des nobles, des couronnes, nous devons respecter un protocole. C'est ainsi. Ça fait partie de la diplomatie, des règles diplomatiques, lorsque nous accueillons des monarques sur notre territoire. Et il se trouve que la BBC a allumé un petit peu Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, je pense, parce qu'il se pense président et que le roi Charles, c'est juste un homme, il a touché le roi. Emmanuel Macron a mis ses sales pattes sur le roi d'Angleterre. Crime de lèse-majesté. Ah bah oui. Alors, oui, Jacques Chirac, lui aussi, à son époque, avait osé toucher la reine d'Angleterre, mais c'était une sorte de geste d'attention, de sécurité pour une dame qui avait déjà été relativement âgée. Là, c'est l'empoignade du bras. C'est ce fameux geste que certaines personnes parfois font. Parce que ça a une sorte de signification.
Alors, je ne sais plus, là, il va falloir que vous alliez voir quelqu'un qui sait analyser les gestuels, etc. des individus. Alors, il y en a un sur YouTube que je pense que vous connaissez peut-être, je ne me souviens plus de son nom, qui s'amuse de temps en temps comme ça à analyser les attitudes, les expressions physiques des gens sur certaines vidéos. Mais là, oui. Encore une fois, Macron n'a pas pu se retenir de ne pas faire comme les autres ou de ne pas respecter le protocole. Parce que oui, certainement qu'Emmanuel Macron, c'est ce président qui pète plus haut que son cul et qui pense que il peut se permettre, parce qu'il est président de la République, des choses que normalement, même quand tu es président de la République, en matière de protocole, en matière de respect des règles diplomatiques, on ne fait pas. On ne doit pas faire. Alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi, parce que nous sommes la France, un pays où on a zigouillé, on a fait mouru la monarchie. Alors quand je dis on a fait mouru la monarchie, c'est au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'on a aboli la monarchie, et en plus de ça, on a tué Louis Capet. Donc comme ça, plus sa descendante directe, comme ça, il n'y a pas de risque. Mais néanmoins, depuis la Révolution française, vous avez quand même une multitude de Français qui ont gardé et qui se sont transmis des règles, voire même des titres. Aujourd'hui en France, vous avez des gens qui ont des titres de comte, de baron, de duc. Mais ce ne sont que des héritages familiaux. Leurs titres, même si la République leur reconnaît, il y en a certains qui, dans signe particulier, peuvent mettre le fait qu'ils ont ce statut de comte, de baron, etc. Mais ça ne leur apporte absolument aucun avantage aux yeux de la société française, aux yeux de la République. C'est-à-dire que même, moi j'ai croisé des gens qui avaient un titre de comte, par exemple, qui étaient des descendants de familles de nobles, mais à part ça, ils n'ont absolument aucun statut particulier, aucun droit particulier en France. Ce sont des citoyens français, ce sont des citoyens de la République, exactement comme vous et moi. Donc c'est pour ça que, à partir de la fin du XVIIIe et XIXe siècle, il y a beaucoup de familles françaises qui ont émigré alors aux États-Unis, qui ont émigré ou alors dans des pays, aujourd'hui, qui sont toujours des monarchies, et dans lesquels leurs héritiers, là par contre, ont un statut. C'est-à-dire que ce sont des cousins, ce sont des descendants de la famille du Gotha européen, donc ce sont des sangs bleus, donc ils ont le bénéfice dans certains pays de certaines marques particulières du fait de leur statut, du fait de faire partie, d'être des descendants de la noblesse de la monarchie française. Raison pour laquelle vous avez beaucoup de Français, et même des Français qui se sont naturalisés dans certains pays, pour justement pouvoir avoir le bénéfice de ces statuts aussi particuliers. Mais quand ils sont en France, alors à part évidemment des gens qui sont royalistes, je pense par exemple à Stéphane Bern. Stéphane Bern, lui, respecte toujours la particule. Mais je veux dire, c'est normal. Si vous êtes monarchique, rien ne vous interdit en France d'être monarchique. C'est pas parce que la République a tué la monarchie qu'en France, on interdit les Français d'être monarches, d'avoir une préférence pour la monarchie. Ça fait partie des libertés d'opinion. Même si certains aujourd'hui auraient fâcheuse tendance à vouloir, on l'a vu, à l'Union européenne, ils commencent à pousser un petit peu certains gouvernements, dont le gouvernement français, a commencé à considérer comme terroriste tout ce qui pourrait contredire l'existentialisme, la structure,
l'existence même de la Ve République. C'est-à-dire qu'en gros, si vous contestez, si vous critiquez la Ve République, vous êtes un terroriste. Enfin bon, on n'y est pas encore, mais on sent bien que ça commence un petit peu à aller dans ce sens-là. Et donc ces Français, qui maintenant aujourd'hui, certains ont gardé la nationalité française, mais vivent essentiellement dans ces pays européens. Beaucoup vivent dans Liechtenstein, en Suisse, certains en Italie, en Belgique, mais il y en a pas mal aussi qui vivent aussi dans les pays nordiques, qui sont encore des royaumes, parce que ces royaumes, c'est quand même des héritages aussi des grandes familles monarchiques européennes. Je rappelle que les monarques espagnols à l'heure actuelle sont des descendants des Bourbons. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, sur l'histoire de la monarchie, des monarchies françaises, monarchies européennes, etc., mais elles existent toujours. Et non seulement elles existent toujours, mais en plus de ça, il y a je ne vais pas dire qu'il y a un rapport de force, mais vous verrez parfois, si vous y intéressez, des grands millionnaires, des grands milliardaires, que ce soit des gens comme Soros, que ce soit des gens comme les Rockefeller, que ce soit les Rothschild, ont des liens particuliers avec des gens qui font partie du Gotha européen, que l'on appelle plus vulgairement des sangs bleus. Parce que je vous avais expliqué que dans la mise en place du nouvel ordre mondial, cette mise en place, elle passe par ceux qui ont l'argent. C'est-à-dire la finance, les banques, les milliardaires, sauf que ce système inclut également les membres les plus importants du Gotha européen. C'est pour ça, souvenez-vous, je vous avais expliqué dans une vidéo, attention, si vous cherchez des gens qu'on pourrait appeler les maîtres du monde, eh bien, vous pouvez être sûr et certain que ceux qui aujourd'hui font un petit peu le jour et la nuit dans certains pays, du fait de leur statut de prince, de monarque, de reine, de roi, en place ou déchus, ce sont des gens qui font partie d'une sorte de cocon, qui font partie d'une sorte de petit milieu, mais un petit milieu, s'il n'avait pas forme d'ascendance sur les milieux financiers, d'ailleurs depuis, je dirais, le 18e, et plus particulièrement à partir du 19e siècle, puisqu'il y a beaucoup de fortunes qui se sont faites par un adoubement de notables issus souvent des petites noblesses européennes, ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens très importants du Gotha qui, relativement, ont une certaine influence. Donc, quand vous avez un président de la République qui s'amuse à toucher un président, alors logiquement, je pense qu'il a été briefé, tous les présidents en général sont briefés sur ce qu'ils ont le droit de faire, comment s'adresser au roi, etc. Alors, oui, nous sommes la République, nous sommes les Français, nous sommes les réfractaires, mais je rappelle que quand même la royauté britannique, à l'origine est française, enfin française, normande plus précisément. Je rappelle qu'aujourd'hui, la royauté britannique est issue de notre conquérant Guillaume Bâtard, de son État. D'où la raison d'ailleurs pour laquelle dans la famille britannique, dans les familles de la royauté britannique, on parlait le français. Et d'ailleurs, même Élisabeth parlait français. Alors je crois que Charles doit parler aussi le français. Donc c'est une tradition qui est perpétuée depuis de nombreux temps. Mais évidemment, et je vais terminer là-dessus, c'est pour ça que nous autres Français, alors quand on voit des gens qui font scandale parce que Macron a touché le roi, etc., le problème c'est que c'est le mauvais exemple, parce que c'est Macron. Parce que
façon, Macron, il est en roue libre. T'as beau lui dire, ne touche pas à ça, il va toucher quand même. Ne fais pas ça, il va le faire quand même. Parce que, voilà, parce que c'est Dieu. Et tel un Dieu, pour pouvoir satisfaire à ses ambitions, eh bien, je vous le dis, Macron en invitant Charles, il le fait pas par sympathie, pas par cordialité, il le fait parce qu'il pense, il espère, qu'en ayant une relation ou en ayant un contact avec Charles, il va peut-être réussir à se faire des copains et des amis dans le Gotha européen. Sauf qu'il y a un autre signe qui, lui, par contre, ne trompe pas. Très souvent, lorsqu'on voit le roi Charles en présence ou avec des personnalités, et plus particulièrement des personnalités féminines, le roi Charles fait le baisement. Alors, c'est un baisement symbolique, etc. Or, il n'a pas fait de baisement à Brigitte Macron. Il lui a serré la main, c'est tout. Mais il n'a pas fait de baisement. Alors, c'est peut-être un hasard, mais quand même, c'est peut-être un signe. Un signe que le petit Macron qui veut essayer de se faire introduire, alors évidemment quand je dis introduire, ne voyez pas à mal ma pensée par rapport à ces mœurs sexuelles. D'ailleurs, mœurs sexuelles, on a un grand scandale aux États-Unis, enfin scandale, c'est du grand n'importe quoi. On a un mec qui a témoigné comme quoi Obama serait gay, que il serait fait enculer par Obama à plusieurs reprises, etc. Ça, vous savez, c'est très américain. C'est des gamins, donc ne prenez pas ça comme argent comptant. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, mais attention, parce que des propos comme ça, des révélations comme ça aux États-Unis, on en a toutes les semaines. Mais voilà. Bon, ça, c'était juste pour la petite parenthèse. Revenons sur Macron. Donc, le fait que Macron peut-être cherche à essayer de se faire introduire au sens figuré dans le Gotha européen, je pense qu'il n'y a pas des kilomètres. Donc c'est bien la preuve qu'il est un petit peu... il n'est pas joasse en fait. Il est dans la merde. Il est sérieusement dans la merde. Dans une merde noire, tellement noire que va falloir à un moment donné qu'il réfléchisse et qu'il repense sa façon de diriger un petit peu le pays parce que je pense qu'il y a un moment donné où ça risque de tourner en queue de boudin. Parce que si la DGSE aujourd'hui s'autorise à vouloir interpeller même des journalistes parce qu'ils ont soi-disant parlé de sujets qu'il ne faut pas parler ou des sujets qui fâchent, c'est pas bon. Puis même, Macron aujourd'hui, quand il se déplace quelque part, c'est limite si c'est pas Fort Knox. C'est limite si on ne va pas faire une enquête sur vous pour vous autoriser à aller devant la barrière pour voir Macron. Si jamais vous avez tenu un propos contre Macron sur un réseau social, ne vous étonnez pas si vous n'aurez pas accès au lieu où se trouve Macron, au lieu où Macron sera dans la rue, en train de faire coucou à tout le monde et dire à ceux qui sont dans la misère que ils peuvent traverser la rue pour trouver du boulot. Donc voilà pour ce petit scandale d'un petit toucher que Macron n'aurait pas dû, mais qui est peut-être certainement très symbolique du fait que Macron essaye de trouver une solution pour rentrer dans le Gotha, alors qu'il ne pourra pas rentrer dans le Gotha. Il n'est pas bien né. Il n'a pas de sang bleu. Il n'a pas de descendance, ou d'ascendant, monarchique. Tant que vous n'êtes pas adoubé par un monarque, vous pouvez toujours
pouvez toujours essayer de rentrer dans ce milieu-là, vous ne le serez jamais. Je vous dis, si vous n'êtes pas adoubé par une personnalité du milieu du Gotha européen, vous serez toujours pour eux qu'un gueux. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, les milliardaires et même les millionnaires bourgeois du 19e siècle ont gardé des liens, des relations très étroites avec le Gotha européen. Mais ça ne fait pas d'eux des gens qui font partie du Gotha. Ils sont amis du Gotha, mais ils ne sont pas du Gotha. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Advine Patrera Spiritus Sancti.